This is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. Is it too late now to say sorry? C'est la radio que vous aimez. Baby, don't lie. I don't wanna cry no longer. Un thème facile de ce lundi 14 avril 2025. Nous y sommes à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue. Et comme vous le savez, nous vous donnons rendez-vous chaque lundi autour d'une thématique que nous vous expliquons en thème facile. Aujourd'hui, nous parlons donc de l'hypertension avec Dr Oundé Conronel, médecin. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci de répondre présent à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Alors nous parlons ce soir de l'hypertension. Qu'est-ce que c'est que l'hypertension en termes faciles? Bon, je dirais en termes faciles que l'hypertension, c'est une élévation de la pression artérielle. Pour faire simple, il faut imaginer l'organisme comme un gros moteur avec des tuyaux qui partent de ce moteur-là pour approvisionner tous les organes. Donc, quand vous avez une pression qui augmente au niveau de ces tuyaux-là, dû au moteur, si le moteur surchauffe et qu'il travaille beaucoup, donc ça va augmenter la pression qu'il y a dans les tuyaux, ça va les user au fil du temps. Et c'est ce mécanisme-là qu'on appelle l'hypertension artérielle, qui est l'augmentation de la pression du sang dans les artères. Et comment l'hypertension est-elle mesurée? Bon, l'hypertension artérielle se mesure de plusieurs manières. Il y a les manières que nous utilisons dans notre pratique médicale et il y a d'autres manières que nous utilisons, je dirais, au quotidien, qui peuvent être utilisées par n'importe qui. Et dans ces manières qui peuvent être utilisées au quotidien, nous avons principalement le tensiomètre. Donc le tensiomètre, c'est cet appareil-là qui permet la mesure de la tension artérielle de manière assez simple. Il existe une version électronique et une version manuelle. La version électronique est en train de prendre le pas de nos jours. Donc c'est le tensiomètre électronique que nous utilisons pour mesurer. Donc le principe de fonctionnement de cet appareil est relativement simple. Nous avons un brassard que nous allons enrouler au fait autour d'une artère clé du corps ou bien d'une zone du corps. Donc le plus souvent c'est au niveau du bras pour essayer de comprimer au fait une artère. Et nous allons appuyer sur l'appareil. Donc le fait d'appuyer sur l'appareil va provoquer au fait une augmentation de la pression. Donc l'air va se gonfler au niveau du brassard, ce qui va boucher l'artère. Et finalement, l'appareil va ne plus approvisionner le brassard en air. Donc l'air va progressivement s'évader du brassard, je dirais. Et
Ça permet donc la mesure de la tension artérielle grâce à ce processus, oui. Oui, vous parliez de plusieurs manières de mesurer l'hypertension. Vous avez parlé du tensiomètre. Oui. Et après cela? Bon, après cela, les autres manières de mesurer la tension artérielle sont plus des manières que l'on utilise au cabinet. Ok. Nous avons la MAPA, qui est la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Mais ça, c'est plus utilisé pour suivre la tension artérielle d'une personne à la maison. C'est le spécialiste, donc le cardiologue, dans la grande majorité des cas, qui prescrit ou fait cet examen-là. Il consiste à mettre un petit appareil au niveau de la poitrine du sujet le plus souvent. Et le sujet va à ses occupations pendant toute la journée. Et l'appareil va enregistrer la tension artérielle à plusieurs moments de la journée. Et en enregistrant cette tension artérielle à la fin de la journée, il va faire une sommation, il va nous sortir une moyenne pour la pression artérielle. Donc nous avons accès aux données de la pression artérielle du patient. Et là maintenant, nous pouvons déduire si le patient est effectivement hypertendu et s'il est à quel degré pour ajuster le traitement et faire les autres choses. Et quels sont les types d'hypertension artérielle? Bon, déjà, il faut savoir qu'il existe principalement deux types d'hypertension artérielle en fonction de leur mécanisme. On a l'hypertension artérielle essentielle qui représente la grande majorité, je dirais 90 à 95% des cas d'hypertension que nous rencontrons dans la pratique courante. Bon, cette hypertension, elle est sans origine fixe. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de mécanisme qui explique sa survenue de manière concrète et tout. Mais on sait qu'il y a quand même l'hérédité qui joue quand même un rôle. Donc le fait qu'il y ait des membres de la famille qui a été hypertendu, donc ça peut jouer sur le fait de développer une hypertension. Le mode de vie aussi, ça peut jouer dessus. Mais il n'y a pas vraiment un mécanisme qui explique la survenue de cette hypertension-là. Et c'est ça qui rend la chose d'autant plus compliquée à traiter. Parce que dans ce cas, il s'agit d'un traitement à vie. Donc, quel que soit ce qu'on fait, on ne guérit pas de cette hypertension-là. Comment s'appelle ce type d'hypertension? Ce type d'hypertension, comme je l'ai dit, c'est une hypertension artérielle essentielle. C'est tout. Il n'y a pas d'autre nom associé à ça. C'est l'hypertension artérielle essentielle ou l'hypertension artérielle primaire, si vous voulez. Donc, sans cause définie. À part cela, nous avons l'hypertension artérielle secondaire. Donc, l'hypertension artérielle secondaire, c'est, pour le dire en français facile, hein, c'est quand il y a une cause qui explique la survenue de l'hypertension. Okay. Donc, prenons par exemple un enfant qui a un problème au niveau de son rein. S'il a un problème au niveau de son rein, ça peut donner une hypertension. Donc, en prenant la tension artérielle chez un enfant, on peut se rendre compte qu'il a une tension élevée, ce qui doit nous tiquer aussi parce que voilà, un enfant qui a une hypertension, c'est pas vraiment envisageable. Donc, on cherche aussi toutes les causes sous-jacentes. C'est là où on se rend compte qu'il a tel ou tel problème qui explique qu'il a une tension élevée. Quels sont les facteurs de risque pour développer une hypertension? Donc, je dirais que nous avons des facteurs de risque qu'on peut classer en deux catégories. Il y a les facteurs de risque qu'on peut modifier et les facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. C'est-à-dire, quel que soit ce que l'on fait, on est déjà avec ces facteurs-là. Et c'est inné? Oui, c'est inné, en effet. Voilà. Donc, on ne peut pas modifier ces facteurs-ci. Donc, au nombre des facteurs, je vais commencer par les facteurs non modifiables d'abord. D'accord. Donc, au nombre des facteurs non modifiables, on a d'abord l'âge. Parce que plus on vieillit, plus la paroi des vaisseaux est fragile. Et comme je l'ai dit dans la définition, au fait, l'hypertension, c'est la pression exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux qui est très élevée. Donc vous comprenez avec moi que si les vaisseaux sont fragiles et qu'ils n'arrivent pas à supporter la pression que le sang exerce sur eux, là, on aura forcément un problème. Donc c'est pour ça que les personnes qui prennent de l'âge sont plus à risque de faire de l'hypertension artérielle. Et qu'est-ce qui explique cela? Parce qu'on constate, vous venez de le dire, les personnes âgées souffrent souvent d'hypertension artérielle. Oui. Comment peut-on expliquer cela? Je dirais que ça peut s'expliquer par divers mécanismes, mais le mécanisme le plus clair que l'on peut identifier, c'est, comme je l'ai dit plus haut,
c'est la fragilité des vaisseaux. Les vaisseaux artériels, il faut savoir que surtout les artères en particulier sont très, je dirais, élastiques. Ils peuvent se dilater et se contracter très facilement. C'est comme un élastique. Quand il y a beaucoup de sang, ils peuvent augmenter de volume. Quand il n'y a pas beaucoup de sang et qu'il faut quand même approvisionner, ils peuvent diminuer de volume. Mais au fur et à mesure que la personne prend de l'âge, on se rend compte qu'il y a cette capacité, cette élasticité-là qui disparaît de plus en plus. Donc ça devient un peu plus rigide. C'est comme, ça devient comme du plomb, bien du métal. Donc ça ne peut plus faire des mouvements de, voilà, ça devient grand, ça devient petit. Et c'est ça qui fait que quand la pression est exercée au fait sur la paroi, comme ça ne peut plus se dilater pour contenir cette pression-là et ça reste toujours petit, ça va user les vaisseaux au fur et à mesure, ce qui va expliquer la survenue de l'hypertension. C'est bien entendu. Dites-nous, quels sont les symptômes de l'hypertension ou est-elle souvent asymptomatique? Je pense que vous avez donné déjà la réponse dans votre question, je vais revenir dessus. L'hypertension artérielle, elle est au départ asymptomatique et après elle le devient. Donc je m'explique. L'hypertension artérielle fait partie du grand groupe que nous on appelle les maladies chroniques. Donc au même titre que le diabète, l'obésité et consorts. Donc il faut savoir que pour ces maladies-là, ça évolue de façon silencieuse pendant plusieurs années. Donc pendant pratiquement 5, 10, 15 ans, vous n'avez pas vraiment de symptômes alors que la personne a tous les signes pour développer une hypertension artérielle. Donc vous n'avez aucun symptôme. C'est pour ça qu'on appelle l'hypertension artérielle le tueur silencieux. D'accord. Donc après tout ce temps-là, 5 ans, 10 ans, voire 15 ans, c'est là qu'on va commencer à avoir des manifestations. La personne va commencer à éprouver peut-être des maux de tête, des flous visuels, des bourdonnements d'oreilles. Et c'est sur ces signes-là que cette personne va aller consulter en pensant qu'elle a, je ne sais pas, une maladie qui importe. Peut-être elle va dire, oh, c'est peut-être un palu, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. On va consulter. C'est là où on dit, bah, monsieur, vous êtes hyper tendu. Et bon, ça étonne beaucoup de personnes. Comment donc dépister une hypertension? Bon, l'hypertension artérielle, il y a plusieurs modes de dépistage. Le mode de dépistage le plus couramment utilisé, c'est la mesure de la tension artérielle au cabinet. Donc, selon la définition consensuelle, il faut au moins 2 mesures successives de la pression artérielle, donc lors d'une même consultation. Et on va répéter cette mesure-là au moins sur 3 consultations successives dans un intervalle d'au moins 3 à 6 mois. Donc, pour l'expliquer de manière terre à terre, le principe est simple. Nous avons la tension artérielle. La tension artérielle, c'est une pression artérielle systolique, donc la pression que fait le cœur quand il se contracte. Et une pression artérielle diastolique, c'est la pression que fait le cœur quand il se relâche. Donc, quand on mesure la tension artérielle, normalement, on a la pression artérielle systolique et la diastolique qui apparaît sur l'appareil de mesure. Donc, les valeurs normales doivent être normalement de 120 pour la systolique, donc quand le cœur se contracte, 120 mm de mercure, et 80 mm de mercure quand le cœur se relâche, donc il retourne à l'état de repos. Si on a une pression qui est plus élevée, qui est de l'ordre de 140 quand le cœur se contracte et 90 quand le cœur se relâche, là on commence à parler d'hypertension artérielle. Quand on a cette mesure-là au moins 2 fois chez le même patient au cours d'un examen. Alors, quelles sont les maladies que peuvent entraîner une hypertension artérielle? Bon, pour parler des maladies que peuvent entraîner une hypertension artérielle, il faut quand même que je dise un petit mot sur le risque cardiovasculaire global. Bon, c'est un gros mot, hein. C'est juste pour dire... Nous parlons en français facile ici. Oui, Vous oui. allez après nous dire ce que cela veut dire. Oui, Terre à terre. j'y viens, ne vous inquiétez pas. Donc, le risque cardiovasculaire global, pour faire en termes simples, Oui. c'est la probabilité ou le nombre de chances qu'une personne développe une pathologie ou bien une maladie cardiaque grave sur les 5 ou 10 prochaines années. Donc, on dit si une personne
a, par exemple, une hypertension artérielle, quel est le risque que cette personne soit développe un AVC ou bien développe une insuffisance cardiaque sur 5 à 10 ans. Donc, c'est au fait ce risque-là qui nous permet au fait de voir les maladies qui peuvent compliquer au fait l'hypertension artérielle. Donc, au nombre de ces maladies, comme je l'ai cité, il y a l'accident vasculaire cérébral, AVC. l'AVC. Donc, l'AVC, c'est, pour faire simple, hein, c'est quand il y a un problème au niveau du cerveau, une artère se rompt. Donc là, c'est très simple à expliquer. Oui. Comme la pression est assez élevée, j'ai parlé des vaisseaux qui n'arrivent plus à supporter la pression que le sang fait sur elles. Donc le vaisseau peut se rompre. C'est comme un tuyau. Quand vous avez un tuyau qui est, je sais pas, sous grande pression et qui commence à fuiter, il se rompt, il y a de l'eau qui coule de partout, c'est la même chose, sauf que là, c'est du sang. À part ça, vous avez aussi, à part l'accident vasculaire cérébral, vous avez l'insuffisance cardiaque. Parce que le cœur, quand il y a l'hypertension artérielle, c'est qu'il doit pomper le sang de manière encore plus forte. Donc c'est comme si vous demandez à quelqu'un qui court déjà de courir encore plus vite. Donc à un niveau, il va s'essouffler. Et c'est ça qui pourra donner finalement une insuffisance cardiaque. Donc entre autres, ce sont les principales maladies. C'est vrai qu'il y en a d'autres aussi, mais ce sont un peu compliqués à expliquer. Donc, une hypertension peut donc entraîner l'accident, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral et les risques de... Vous avez parlé plutôt des... Comment on appelle? Du risque cardiovasculaire. Des risques cardiovasculaires. Après ça, vous allez parler de l'insuffisance cardiaque. Effectivement, oui. C'est bien entendu. Et comment prévenir ou gérer l'hypertension par des changements de mode de vie? Bon, déjà, je profite pour dire que le traitement de l'hypertension, c'est principalement le changement des modes de vie. Beaucoup de personnes pensent que pour soigner l'hypertension, il suffit seulement de prendre des médicaments et de ne pas respecter un mode de vie plus équilibré, plus sain. Je profite pour dire en même temps que ce n'est pas possible. Vous aurez beau prendre des médicaments, mais si vous n'avez pas un bon mode de vie, vous allez toujours continuer à avoir des signes de votre hypertension. Donc, comme mesure de vie, je pourrais diviser ça en plusieurs volets. Déjà, il y a le volet alimentation. Donc, il faut éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Parce que quand vous mangez trop gras, donc vous devenez plus gros. Si vous devenez plus gros, vos vaisseaux auront du mal à supporter toute la graisse. Pression, oui. Mais la pression, le cœur sera obligé de pomper plus fort. Donc, ça va augmenter la pression au niveau des artères. Ça va donner la tension, comme les gens le disent souvent. J'ai tension, j'ai tension. À part ça, vous avez l'alimentation trop sucrée aussi. L'alimentation trop sucrée, ça peut favoriser au fait la prise de poids. Donc ça rejoint un peu ce que je viens de dire pour le trop gras. Et l'alimentation trop salée, c'est pour dire que le sel, ça retient l'eau. Ok. Donc plus vous prenez de sel, plus l'eau va rester à l'intérieur de votre corps. L'eau ne va pas sortir quand vous allez uriner et tout. Donc, comme il y a beaucoup d'eau, ça veut dire que le sang sera plus en quantité. Donc, le volume sanguin sera énorme. Et s'il y a beaucoup de sang, la pression que ça va exercer sur la paroi des vaisseaux aussi, ça va prendre un coup. Donc, ça va donner l'hypertension. On va donc dire que savoir s'alimenter joue un rôle très prépondérant dans la prévention contre l'hypertension. En effet, parce que l'alimentation, c'est l'un des piliers au fait du traitement contre l'hypertension artérielle. Si vous ne vous alimentez pas correctement, ça ne sert à rien de prendre les médicaments, de dire que vous allez en consultation, parce que vous allez toujours avoir des signes d'hypertension. Donc c'est très important. Et quels médicaments sont utilisés pour traiter l'hypertension? Bon, pour traiter l'hypertension, il y a plusieurs classes de médicaments qu'on utilise. Bon, ça, c'est en fonction du tableau que présente la personne. Okay. Donc, il y a principalement 5 classes de médicaments qu'on utilise pour le traitement de l'hypertension. Donc, premièrement, je dirais qu'il y a les inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone. Je sais, c'est un peu compliqué, j'y viens. Donc, par exemple, si je prends ces inhibiteurs-là, c'est un système... Déjà, il faut savoir que le système rénine-angiotensin-aldostérone, c'est un système que tout organisme humain possède.
qui régule la tension artérielle. C'est-à-dire que quand vous avez une tension qui est trop élevée, l'organisme lui-même va mettre en jeu des mécanismes pour ramener la tension à son état normal. Et si la tension est trop basse aussi, il va avoir ces mécanismes pour la ramener à une tension un peu plus élevée. Donc, quand ces mécanismes-là sont la cause au fait de l'hypertension, ou bien chez quelqu'un d'hypertendu, je dirais oui, chez quelqu'un d'hypertendu, on aura au fait, on va faire recours à ces médicaments-là pour essayer de baisser un peu sa tension artérielle. Oui. Bon, à part ça, nous avons les bêta-bloquants. Bon, les bêta-bloquants, c'est plus les médicaments qui agissent sur le cœur. Hein. Donc, on va diminuer au fait la capacité du cœur à se contracter. Donc, le cœur ne va plus trop dépenser de l'énergie, il va aller plus lentement. Donc, il ne va plus avoir autant de pression. À part ça, vous avez aussi les diurétiques. Les diurétiques, c'est les médicaments qui font beaucoup uriner. Donc, comme je l'ai dit, pour l'alimentation salée, on retient du sel dans l'organisme. Et quand on retient du sel dans l'organisme, par extension, on retient aussi de l'eau. Donc, le médicament là va servir à évacuer l'eau, le surplus d'eau. Donc, ce qui permet au fait d'avoir une tension plus ou moins normale. Nous avons aussi les inhibiteurs calciques. Ils vont agir toujours sur le cœur, mais plus sur le muscle du cœur. Ce muscle-là qui se contracte de force, on va essayer de le relâcher un peu, il ne va plus autant se contracter. Et ça va faire presque le même rôle que les bêta-bloquants. Donc, ce sont un peu les classes médicamenteuses là, que je viens de citer. Et parlez-nous à présent des conséquences possibles d'une hypertension non traitée. Déjà, il faut savoir qu'une hypertension non traitée, ça, dans la majorité des cas, ça ne donne pas de conséquences directement sur le court terme. Et c'est ça, au fait, le piège. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « je ne prends pas ce médicament, je ne fais pas quelque chose, on m'a dit que j'ai la tension, mais je ne fais rien, rien ne va m'arriver. » Et effectivement, rien ne leur arrive sur quelques années, mais après, il y a des répercussions graves. Et ça rattrape. Oui, ça rattrape toujours. Une maladie non traitée rattrape toujours. Donc, les complications de l'hypertension artérielle non traitée, elles sont de plusieurs ordres. Premièrement, comme complication, vous pouvez avoir des maladies au niveau des yeux, on appelle ça les rétinopathies. Donc, ça peut même tomber vers la cécité, les gens peuvent même ne plus voir. Il y a aussi les problèmes au niveau cardiaque, comme je viens de le dire, les problèmes au niveau des vaisseaux, dont l'AVC. Vous avez aussi des problèmes, ça peut toucher pratiquement tous les organes du corps. En tout cas, tout ce qui a un lien avec le sang et les vaisseaux peut être touché. Ça peut même provoquer des ruptures d'anévrisme, c'est-à-dire les gros vaisseaux du corps peuvent se casser, comme on casse une brindille. Le sang va gicler, la personne risque de mourir dans les quelques minutes à quelques secondes si rien n'est fait. C'est pour dire l'effet dévastateur que la maladie là a si elle est non traitée. Et quels sont les aliments qui font grimper la tension artérielle? Bon, il n'y a pas d'aliment phare qui fait augmenter la pression artérielle comme les gens s'amusent à le dire. Mais c'est plus un mode d'alimentation donné qui fait augmenter la pression. Donc, là, je reviens encore sur ce que j'ai dit pour les mesures de prévention de l'hypertension. Donc, les aliments trop salés, donc les personnes qui mettent 2 grammes de sel dans leur nourriture, ou bien on dit, le sel là, ça ne suffit pas, il faut ajouter encore. Là, il y a le risque de développer l'hypertension artérielle. Les aliments trop gras, quand on prend à l'eau, on met dans l'huile, l'huile ne suffit pas, on rajoute encore et encore et encore. Voilà, ça peut donner aussi, ça peut donner une obésité, une prise de gras qui peut occasionner une hypertension. Existe-t-il des recommandations par rapport à l'alimentation pour éviter l'hypertension? Oui, il y a des recommandations. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'organisations qui se sont penchées au fait sur le problème de l'hypertension et de sa prévention dans l'OMS. Dans l'OMS, par exemple, recommande une quantité assez stricte, par exemple, de sel. Donc, prenez 5 grammes de sel par jour, selon l'OMS. Pas plus, pas moins. Donc, à part ça, il y a aussi l'alimentation qui ne doit pas être trop gras, trop sucré, trop salé. Ça, j'ai beaucoup dit. Privilégier la consommation de fruits et légumes.
Parce que les fruits et légumes ont un rôle antioxydant qui est vraiment très bénéfique pour le cœur et pour les vaisseaux. Ça aide à entretenir. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes à 70, 80 ans, ils ont l'air toujours jeunes, toujours vigoureux. Donc l'alimentation équilibrée. Et bon, c'est ce que je peux dire pour les moyens alimentaires et tout. Bien, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin. Bon, je vais conclure en disant que l'hypertension artérielle, c'est vraiment un vrai problème de santé publique sous nos cieux. Donc, nous encourageons vraiment tous ceux qui ont suivi cette émission à adopter les bonnes méthodes pour éviter de développer cette pathologie et toutes ces complications plus tard. Je vous remercie. Merci, docteur. Ainsi s'achève cette émission mise en onde par Arisso Adamon. Et à vous également, fidèles auditeurs, merci. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.